Chapitre 4. Les vieux sont faits pour sortir à propos. À la brune, elle descendit au jardin. Toussaint était occupé à sa cuisine qui donnait sur l'arrière-cour. Elle se mit à marcher sous les branches et arriva ainsi au banc. La pierre y était restée. Tout à coup, elle eut cette impression indéfinissable qu'on éprouve, même sans voir, lorsqu'on a quelqu'un debout derrière soi. Elle tourna la tête et se dressa. C'était lui. Il était tête nue. Il paraissait pâle et amaigri. On distinguait à peine son vêtement noir. Le crépuscule blêmissait son beau front et couvrait ses yeux de ténèbres. Son chapeau était jeté à quelques pas dans les broussailles. Cosette, prête à défaillir, ne poussa pas un cri. Elle reculait lentement, car elle se sentait attirée. Lui ne bougeait point. À je ne sais quoi d'ineffable et de triste qui l'enveloppait, elle sentait le regard de ses yeux qu'elle ne voyait pas. Cosette, en reculant, rencontra un arbre et s'y adossa. Sans cet arbre, elle fût tombée. Alors elle entendit sa voix, cette voix qu'elle n'avait vraiment jamais entendue, qui s'élevait à peine au-dessus du frémissement des feuilles et qui murmurait « Pardonnez-moi, je suis là. J'ai le cœur gonflé. Je ne pouvais pas vivre comme j'étais. Je suis venue. Avez-vous lu ce que j'avais mis là, sur ce banc? Me reconnaissez-vous un peu? N'ayez pas peur de moi. Voilà du temps déjà. Vous rappelez-vous où vous m'avez regardé? C'était dans le Luxembourg, près du Gladiateur. Depuis bien longtemps, je ne vous ai plus vu. Si vous saviez. Je vous adore, moi. Pardonnez-moi, je vous parle. Je ne sais pas ce que je vous dis. Je vous fâche peut-être. Est-ce que je vous fâche? Oh, ma mère, dit-elle. Et elle s'affaissa sur elle-même comme si elle se mourait. Il la prit, elle tombait. Il la prit dans ses bras, il la serra étroitement sans avoir conscience de ce qu'il faisait. Elle lui prit une main et la posa sur son cœur. Il sentit le papier qui y était. Il balbutia. « Vous m'aimez donc ?» Elle répondit d'une voix si basse que ce n'était plus qu'un souffle qu'on entendait à peine. « Tais-toi, tu le sais. » Et elle cacha sa tête rouge dans le sein du jeune homme, superbe et enivré. Il tomba sur le banc, elle près de lui. Il n'avait plus de paroles. Les étoiles commençaient à rayonner. Comment se fit-il que leurs lèvres se rencontrèrent? Comment se fait-il que l'oiseau chante, que la neige fonde, que la rose s'ouvre, que mai s'épanouisse, que l'aube blanchisse derrière les arbres noirs au sommet frissonnant des collines? Un baiser, et ce fut tout. Tous deux tressaillirent, et ils se regardèrent dans l'ombre avec des yeux éclatants. Ils ne sentaient ni la nuit fraîche, ni la pierre froide, ni la terre humide, ni l'herbe mouillée. Ils se regardaient et ils avaient le cœur plein de pensées. Ils s'étaient pris les mains sans savoir. Peu à peu, ils se parlèrent. L'épanchement succéda au silence qui est la plénitude. La nuit était sereine et splendide au-dessus de leurs têtes. Ils se racontèrent, avec une foi candide dans leurs illusions, tout ce que l'amour, la jeunesse et ce reste d'enfance qu'ils avaient leur mettaient dans la pensée. Quand ils eurent fini, quand ils se furent tout dit, elle posa sa tête sur son épaule et lui demanda « Comment vous appelez-vous » ? « Je m'appelle Marius, dit-il. Et vous ? Je m'appelle Cosette. » Chapitre 5. Méchante espièglerie du vent. Depuis 1823, tandis que la gargote de Montfermeil sombrait et s'engloutissait peu à peu, non dans l'abîme d'une banqueroute, mais dans le cloaque des petites dettes, les mariés Thénardier avaient eu 2 autres enfants, mâles tous 2. Cela faisait 5, 2 filles et 3 garçons. C'était beaucoup. La Thénardier s'était débarrassée des 2 derniers, encore en bas âge et tout petits, avec un bonheur singulier. La Thénardier n'était mère que jusqu'à ses filles. Sa maternité finissait là. Sa haine du genre humain commençait à ses garçons. Expliquons comment les Thénardier étaient parvenus à s'exonérer de leurs 2 derniers enfants et même à en tirer profit. Cette fille Magnon, dont il a été question plus haut, était la même qui avait réussi à faire renter par le bonhomme Gillenormand les 2 enfants qu'elle avait. On se souvient de la grande épidémie de croup qui désola Paris, il y a 35 ans. Dans cette épidémie, la Magnon perdit ses 2 garçons, encore en très bas âge. Ce fut un coup. Ces enfants étaient précieux à leur mère. Ils représentaient 80 francs par mois, fort exactement soldés, au nom de M. Gillenormand, par son receveur de rente. Les enfants morts, la rente était enterrée.
La Magnon chercha un expédient. Dans cette ténébreuse maçonnerie du mal dont elle faisait partie, on sait tout, on se garde le secret, et l'on s'entraide. Il fallait 2 enfants à la Magnon. La Thénardier en avait 2, même sexe, même âge. Les petits Thénardier devinrent les petits Magnon. L'état civil n'étant averti par rien, ne réclama pas, et la substitution se fit le plus simplement du monde. Seulement, le Thénardier exigea, pour ce prêt d'enfant, 10 francs par mois, que la Magnon promit et même paya. Il va sans dire que M. Gillenormand continua de s'exécuter. Il ne s'aperçut pas du changement. La Magnon était une sorte d'élégante du crime. Elle faisait de la toilette. Elle partageait son logis, meublé d'une façon maniérée et misérable, avec une savante voleuse anglaise. On l'appelait Mamselle Miss. Les 2 petits échus à la Magnon n'eurent pas à se plaindre. Recommandés par les 80 francs, ils étaient ménagés comme tout ce qui est exploité. Ils passèrent ainsi quelques années. Tout à coup, ces 2 pauvres enfants, jusque-là assez protégés, même par leur mauvais sort, furent brusquement jetés dans la vie. Une arrestation en masse de malfaiteurs, comme celle du galetas Jondrette, nécessairement compliquée de perquisitions et d'incarcérations ultérieures, est un véritable désastre pour cette hideuse contre-société occulte qui vit sous la société publique. Une aventure de ce genre entraîne toutes sortes d'écroulements dans ce monde sombre. La catastrophe des Thénardier produisit la catastrophe de la Magnon. Un jour, il se fit rue Clocheperce une subite descente de police. La Magnon fut saisie, ainsi que Mamselle Miss, et toute la maisonnée, qui était suspecte, passa dans le coup de filet. Les 2 petits garçons jouaient pendant ce temps-là dans une arrière-cour et ne virent rien de la razzia. Quand ils voulurent rentrer, ils trouvèrent la porte fermée et la maison vide. L'aîné menant le cadet, ils se mirent à errer au hasard dans les rues. Le printemps à Paris est assez souvent traversé par des bises aigres et dures. Un soir que ces bises soufflaient rudement, le petit Gavroche, toujours grelottant gaiement sous ses loques, se tenait debout et comme en extase devant la boutique d'un perruquier des environs de l'Orme Saint-Gervais. Il avait l'air d'admirer profondément une mariée en cire qui tournait derrière la vitre, montrant entre 2 quinquets son sourire aux passants. Mais en réalité, il observait la boutique afin de voir s'il ne pourrait pas chipper dans la devanture un pain de savon, qu'il irait ensuite revendre un sou à un coiffeur de la banlieue. Il lui arrivait souvent de déjeuner d'un de ces pains-là. Il appelait ce genre de travail pour lequel il avait du talent faire la barbe au barbier. Le barbier, dans sa boutique chauffée d'un bon poêle, rasait une pratique et jetait de temps en temps un regard de côté à cet ennemi. Pendant que Gavroche examinait la mariée, 2 enfants de taille inégale, assez proprement vêtus, paraissant l'un 7 ans, l'autre 5, tournèrent timidement le bec de canne et entrèrent dans la boutique en demandant on ne sait quoi. Ils parlaient tous 2 à la fois, et leurs paroles étaient inintelligibles, parce que les sanglots coupaient la voix du plus jeune et que le froid faisait claquer les dents de l'aîné. Le barbier se tourna avec un visage furieux, et sans quitter son rasoir, les poussa dans la rue et referma sa porte en disant « Venir refroidir le monde pour rien !» Les 2 enfants se remirent en marche en pleurant. Il commençait à pleuvoir. Le petit Gavroche courut après eux et les aborda. « Qu'est-ce que vous avez donc, moutard ?»« Nous ne savons pas où coucher, » répondit l'aîné. Prenant, à travers sa supériorité un peu goguenarde, un accent d'autorité attendrie et de protection douce. « Momac, venez avec moi, » dit Gavroche. Et les 2 enfants le suivirent comme ils auraient suivi un archevêque. Ils avaient cessé de pleurer. Gavroche leur fit monter la rue Saint-Antoine dans la direction de la Bastille. Comme il passait devant un de ces épais treillis grillés qui indiquent la boutique d'un boulanger, car on met le pain comme de l'or derrière des grillages de fer, Gavroche se tourna. « Ah ça, môme, avons-nous dîné ?»« Monsieur, répondit l'aîné, nous n'avons pas mangé depuis tantôt ce matin. »« Vous êtes donc sans père ni mère ?» reprit majestueusement Gavroche. « Faites excuse, monsieur, nous avons papa et maman, mais nous ne savons pas où ils sont. »« Des fois, cela vaut mieux que de le savoir, » dit Gavroche qui était un penseur. Gavroche s'était arrêté, et depuis quelques minutes il tâtait et fouillait toutes sortes de recoins qu'il avait dans ses haillons. Enfin, il releva la tête d'un air qui ne voulait qu'être satisfait, mais qui était en réalité triomphant. « Calmons-nous les momignards.
voici de quoi souper pour 3. Et il tira d'une de ses poches 1 sou. Sans laisser aux 2 petits le temps de s'ébahir, il les poussa tous 2 devant lui dans la boutique du boulanger et mit son sou sur le comptoir en criant « Garçon, 15 centimes de pain !» Le boulanger, qui était le maître en personne, prit un pain et un couteau. « En 3 morceaux, garçon !» reprit Gavroche, et il ajouta avec dignité « Nous sommes 3. » Quand le pain fut coupé, le boulanger encaissa le sou et Gavroche dit aux enfants « Morfilez !» Les petits garçons le regardèrent interdits. Gavroche se mit à rire. « Ah, tiens, c'est vrai, ça ne sait pas encore. C'est si petit. » Et il reprit « Mangez !» En même temps, il leur tendait à chacun un morceau de pain. Il y avait un morceau plus petit que les 2 autres. Il le prit pour lui. Les pauvres enfants étaient affamés, y compris Gavroche. Tout en arrachant leur pain à belles dents, ils atteignaient l'angle de cette morose rue des Ballets au fond de laquelle on aperçoit le guichet bas et hostile de la Force. « Tiens, c'est toi, Gavroche ?» dit quelqu'un. « Tiens, c'est toi, Montparnasse ?» dit Gavroche. C'était un homme qui venait d'aborder le gamin, et cet homme n'était autre que Montparnasse déguisé, avec des besicles bleus, mais reconnaissables pour Gavroche. « Matin !» poursuivit Gavroche, « tu as une pelure couleur cataplasme de graines de lin et des lunettes bleues comme un médecin. Tu as du style, parole de vieux. »« Chut !» fit Montparnasse. « Pas si haut !»« Où vas-tu » Gavroche montra ses 2 protégés et dit « Je vas coucher ces enfants-là chez moi. »« Où ça, chez toi ? Tu loges donc ?»« Oui, je loge dans l'éléphant, dit Gavroche. »« Ah oui, l'éléphant. Y est-on bien ?»« Très bien, fit Gavroche. Là, vrai, chenûment, il n'y a pas de vent coulis comme sous les ponts. »« Comment y entres-tu ? Il y a donc un trou ?»« Parbleu, mais il ne faut pas le dire. C'est entre les jambes de devant. Les coqueurs ne l'ont pas vu. » Montparnasse se mit à rire. « Où diable as-tu pris ces mions-là ? » « C'est des mots-michards dont un perruquier m'a fait cadeau. » Cependant Montparnasse était devenu pensif. « Tu m'as reconnu bien aisément, murmura-t-il. » Il prit dans sa poche 2 petits objets qui n'étaient autres que 2 tuyaux de plumes enveloppés de coton et s'en introduisit un dans chaque narine. Ceci lui faisait un autre nez. « Ça te change, dit Gavroche, tu es moins laid. Tu devrais garder ça toujours. » Malheureusement, Montparnasse était soucieux. Il posa sa main sur l'épaule de Gavroche et lui dit en appuyant sur les mots « Écoute ce que je te dis, garçon. Si j'étais sur la place, avec mon dogue, ma dague et ma digue, et si vous me prodiguiez 10 gros sous, je ne refuserais pas d'y goupilliner. Mais nous ne sommes pas le mardi gras. » Cette phrase bizarre produisit sur le gamin un effet singulier. Il se retourna vivement, promena avec une attention profonde ses petits yeux brillants autour de lui, et aperçut, à quelques pas, un sergent de ville qui leur tournait le dos. Gavroche laissa échapper un « Ah bon !» qu'il réprima sur-le-champ, et secouant la main de Montparnasse, « Eh bien, bonsoir, fit-il, je m'en vas à mon éléphant avec mes mômes. Une supposition que tu aurais besoin de moi une nuit, tu viendrais me trouver là. Je loge à l'entresol, il n'y a pas de portier. Tu demanderais monsieur Gavroche. » « C'est bon, » dit Montparnasse. Et ils se séparèrent, Montparnasse cheminant vers la Grève et Gavroche vers la Bastille. Le petit de 5 ans, traîné par son frère, que traînait Gavroche. Chapitre 6. L'éléphant de la Bastille. En arrivant près de l'éléphant, place de la Bastille, Gavroche comprit l'effet que l'infiniment grand peut produire sur l'infiniment petit, et dit « Moutard, n'ayez pas peur !» Puis il entra par une lacune de la palissade dans l'enceinte de l'éléphant et aida les mômes à enjamber la brèche. Les 2 enfants, un peu effrayés, suivaient sans dire mot Gavroche et se confiaient à cette petite providence en guenilles qui leur avait donné du pain et leur avait promis un gîte. Il y avait là, couchée le long de la palissade, une échelle qui servait le jour aux ouvriers du chantier voisin. Gavroche la souleva avec une singulière vigueur et l'appliqua contre une des jambes de devant de l'éléphant. Vers le point où l'échelle allait aboutir, on distinguait une espèce de trou noir dans le ventre du colosse. Gavroche montra l'échelle et le trou à ses hôtes et leur dit « Montez et entrez ». Les 2 petits garçons se regardèrent terrifiés. « Vous avez peur, môme ?»
s'écria Gavroche. Vous allez voir. Il étreignit le pied rugueux de l'éléphant, et en un clin d'œil, sans daigner se servir de l'échelle, il arriva à la crevasse. Eh bien, cria-t-il, montez donc, les momignards. Vous allez voir comme on est bien. Monte, toi, dit-il à l'aîné, je te tends la main. Et quand il fut à sa portée, il l'empoigna brusquement par le bras et le tira à lui. Maintenant, fit Gavroche, attends-moi. Monsieur, prenez la peine de vous asseoir. Et, sortant de la crevasse comme il y était entré, il se laissa glisser avec l'agilité d'un ouistiti le long de la jambe de l'éléphant. Il tomba debout sur ses pieds dans l'herbe, saisit le petit de 5 ans à bras-le-corps et le planta au beau milieu de l'échelle, puis il se mit à monter derrière lui en criant à l'aîné. « Je vas le pousser, tu vas le tirer !» En un instant, le petit fut monté dans le trou sans avoir eu le temps de se reconnaître, et Gavroche, entrant après lui, repoussant d'un coup de talon l'échelle qui tomba sur le gazon, se mit à battre des mains et cria « Les mioches, vous êtes chez moi !» Gavroche était en effet chez lui. Le trou par où Gavroche était entré était une brèche à peine visible sous le ventre de l'éléphant, et si étroite qu'il n'y avait guère que des chats et des mômes qui puissent y passer. « Commençons, dit Gavroche, par dire au portier que nous n'y sommes pas. » Et, plongeant dans l'obscurité avec certitude comme quelqu'un qui connaît son appartement, il prit une planche et en boucha le trou. Gavroche replongea dans l'obscurité. Une clarté subite leur fit cligner les yeux. Gavroche venait d'allumer un de ces bouts de ficelle trempés dans la résine qu'on appelle rat de cave. Le rat de cave, qui fumait plus qu'il n'éclairait, rendait confusément visible le dedans de l'éléphant. Les deux enfants commençaient à regarder l'appartement avec moins d'effroi, mais Gavroche ne leur laissa pas plus longtemps le loisir de la contemplation. « Vite !» dit-il, et il les poussa vers le fond de la chambre. Là était son lit. Le matelas était une natte de paille, la couverture un assez vaste pagne de grosse laine grise, fort chaude et presque neuve. Ils s'étaient étendus tous trois sur la natte. Gavroche avait toujours le rat de cave à la main. « Maintenant, dit-il, pioncez, je vais supprimer le candélabre. » Vers la fin de cette heure, qui précède immédiatement le point du jour, un homme déboucha de la rue Saint-Antoine en courant, traversa la place et se glissa entre les palissades jusque sous le ventre de l'éléphant. Arrivé sous l'éléphant, il fit entendre un cri bizarre. « Kirikikiou !» Une voix claire, gaie et jeune, répondit du ventre de l'éléphant. « Oui !» Presque immédiatement, la planche qui fermait le trou se dérangea et donna passage à un enfant qui descendit le long du pied de l'éléphant et vint lestement tomber près de l'homme. C'était Gavroche. L'homme était Montparnasse. « Nous avons besoin de toi, dit Montparnasse. Viens nous donner un coup de main. » Le gamin ne demanda pas d'autre éclaircissement. « Me v'là, dit-il. » Et tous deux se dirigèrent vers la rue Saint-Antoine. Chapitre 7. Les péripéties de l'évasion. Voici ce qui avait eu lieu cette même nuit à la Force. Une évasion avait été concertée entre Babette, Brujon, Gueulemer et Thénardier, quoique Thénardier fût au secret. Montparnasse devait les aider du dehors. Brujon, ayant passé 1 mois dans une chambre de punition, avait eu le temps, premièrement, d'y dresser une corde, deuxièmement, d'y mûrir un plan. Comme on le réputait fort dangereux dans la cour Charlemagne, on le mit dans le bâtiment neuf. La première chose qu'il trouva dans le bâtiment neuf, ce fut Gueulemer. La seconde, ce fut un clou. Gueulemer, c'est-à-dire le crime. Un clou, c'est-à-dire la liberté. Le bâtiment neuf contenait 4 dortoirs superposés et un comble qu'on appelait le bel air. Gueulemer et Brujon étaient dans le même dortoir. On les avait mis par précaution dans l'étage d'en bas. Thénardier se trouvait précisément au-dessus de leur tête, dans ce comble qualifié de bel air. Quand on y entrait par l'extrémité nord, on avait à sa gauche les 4 lucarnes et à sa droite, faisant face aux lucarnes, 4 cages carrées construites jusqu'à hauteur d'appui en maçonnerie et le reste jusqu'au toit en barreaux de fer. Thénardier était au secret dans une de ces cages. On n'a jamais pu découvrir comment et par quelle connivence il avait réussi à s'y procurer et à y cacher une bouteille de ce vin auquel se mêle un narcotique et que la bande des endormeurs a rendu célèbre. Il y a dans beaucoup de prisons des employés traîtres, mi-partis geôliers et voleurs, qui aident aux évasions, qui vendent à la police une domesticité infidèle et qui font danser l'antre du panier à salade. Dans cette même nuit donc,
où le petit Gavroche avait recueilli les 2 enfants errants, Brujon et Gueulemer, qui savaient que Babette évadée le matin même les attendait dans la rue, ainsi que Montparnasse, se levèrent doucement et se mirent à percer avec le clou que Brujon avait trouvé le tuyau de cheminée auquel leur lit touchait. Les gravois tombaient sur le lit de Brujon, de sorte qu'on ne les entendait pas. Les giboulées, mêlés de tonnerre, ébranlaient les portes sur leurs gonds et faisaient dans la prison un vacarme affreux et utile. Brujon était adroit, Gueulemer était vigoureux. Avant qu'aucun bruit fût parvenu aux surveillants couchés dans la cellule grillée qui avait jour sur le dortoir, le mur était percé, la cheminée escaladée, le treillis de fer qui fermait l'orifice supérieur du tuyau forcé, et les 2 redoutables bandits sur le toit. La pluie et le vent redoublaient, le toit glissait. Un abîme de 6 pieds de large et de 80 pieds de profondeur les séparait du mur de ronde. Au fond de cet abîme, ils voyaient reluire dans l'obscurité le fusil d'un factionnaire. Ils attachèrent par un bout au tronçon des barreaux de la cheminée, qu'ils venaient de tordre, la corde que Brujon avait filée dans son cachot, lancèrent l'autre bout par-dessus le mur de ronde, franchirent d'un bond l'abîme, se cramponnèrent au chevron du mur, l'enjambèrent, se laissèrent glisser l'un après l'autre le long de la corde sur un petit toit qui touche à la maison des bains, ramenèrent leur corde à eux, sautèrent dans la cour des bains, la traversèrent, poussèrent le vasistas du portier, auprès duquel pendait son cordon, tirèrent le cordon, ouvrirent la porte cochère et se trouvèrent dans la rue. Quelques instants après, ils avaient rejoint Babette et Montparnasse qui rôdaient dans les environs. En tirant la corde à eux, ils l'avaient cassée, et ils en étaient restés un morceau attaché à la cheminée sur le toit. Cette nuit-là, Thénardier était prévenu, sans qu'on ait pu l'éclaircir de quelle façon, et ne dormait pas. Vers 1 heure du matin, la nuit étant très noire, il vit passer sur le toit, dans la pluie et dans la bourrasque, devant la lucarne qui était vis-à-vis de sa cage, 2 ombres. L'une s'arrêta à la lucarne le temps d'un regard, c'était Brujon. Thénardier le reconnut et comprit, cela lui suffit. Thénardier avait obtenu la permission de conserver une espèce de cheville en fer dont il se servait pour clouer son pain dans une fente de la muraille, afin, disait-il, de le préserver des rats. Comme on gardait Thénardier à vue, on n'avait point trouvé d'inconvénient à cette cheville. À 2 heures du matin, on vint changer le factionnaire qui était un vieux soldat, et on le remplaça par un conscrit. 2 heures après, à 4 heures, quand on vint relever le conscrit, on le trouva endormi et tombé à terre comme un bloc près de la cage de Thénardier. Quant à Thénardier, il n'y était plus. Ses fers brisés étaient sur le carreau. Il y avait un trou au plafond de sa cage et au-dessus un autre trou dans le toit. Une planche de son lit avait été arrachée et sans doute emportée, car on ne la retrouva point. On saisit aussi dans la cellule une bouteille à moitié vidée qui contenait le reste du vin stupéfiant avec lequel le soldat avait été endormi. La baïonnette du soldat avait disparu. Thénardier, en arrivant sur le toit de Bâtiment Neuf, avait trouvé le reste de la corde de Brujon qui pendait au barreau de la trappe supérieure de la cheminée. Mais, ce bout cassé étant beaucoup trop court, il n'avait pu s'évader par-dessus le chemin de ronde comme avaient fait Brujon et Gueulemer. Il était 3 heures du matin. Il attendait là, pâle, épuisé, désespéré. Dans cette angoisse, il vit tout à coup, la rue étant encore tout à fait obscure, un homme qui se glissait le long des murailles et qui venait du côté de la rue pavée, s'arrêter dans le renfoncement au-dessus duquel Thénardier était comme suspendu. Cet homme fut rejoint par un second, qui marchait avec la même précaution, puis par un troisième, puis par un quatrième. Thénardier vit passer devant ses yeux quelque chose qui ressemblait à l'espérance. Ces hommes parlaient argot. Il n'osait les appeler, un cri entendu pouvait tout perdre. Il eut une idée, une dernière, une lueur. Il prit dans sa poche le bout de la corde de Brujon qu'il avait détaché de la cheminée du Bâtiment Neuf et le jeta dans l'enceinte de la palissade. Cette corde tomba à leurs pieds. « L'aubergiste est là !» dit Montparnasse. Ils levèrent les yeux. Thénardier avança un peu la tête. « Vite !» dit Montparnasse. « As-tu l'autre bout de la corde, Brujon ?»« Oui. »« Nous les 2 bouts ensemble. Nous lui jetterons la corde, il la fixera au mur. Il en aura assez pour descendre. » Thénardier se risqua à élever la voix. « Je suis transi, je ne puis plus bouger. »« Tu te laisseras glisser, nous te recevrons. »
J'ai les mains gourdes. Noue seulement la corde au mur. Je ne pourrai pas. Il faut que l'un de nous monte, dit Montparnasse. 3 étages, fit Brujon. Un ancien conduit de cheminée rampait le long du mur et montait presque jusqu'à l'endroit où l'on apercevait Thénardier. Ce conduit lézardé et tout crevassé était fort étroit. On pourrait monter par là, fit Montparnasse. Par ce tuyau, s'écria Babette. Un orgue, jamais. Il faudrait un mion. Où trouver un moucheron, dit Gueulemer. Attendez, dit Montparnasse, j'ai l'affaire. Il entr'ouvrit doucement la porte de la palissade, s'assura qu'aucun passant ne traversait la rue, sortit avec précaution, referma la porte derrière lui et partit en courant dans la direction de la Bastille. 7 ou 8 minutes s'écoulèrent, 8000 siècles pour Thénardier. Enfin Montparnasse parut, essoufflé et amenant Gavroche. La pluie continuait de faire la rue complètement déserte. Le petit Gavroche regarda ces figures de bandits d'un air tranquille. L'eau lui dégouttait des cheveux. Gueulemer lui adressa la parole. « Mioche, es-tu un homme ?» Gavroche haussa les épaules et répondit. « Un môme comme Mézig est un orgue, et les orgues comme Vousailles sont des mômes. Qu'est-ce qu'il vous faut ?» Montparnasse répondit. « Grimpez par ce conduit avec cette veuve. Il y a un homme là-haut à sauver. » Le gamin se dirigea vers le conduit où il était facile d'entrer grâce à une large crevasse qui touchait au toit. Au moment où il allait monter, Thénardier, qui voyait le salut et la vie s'approcher, se pencha au bord du toit. Gavroche le reconnut. « Tiens, dit-il, c'est mon père !»« Oh, cela n'empêche pas. » Et prenant la corde dans ses dents, il commença résolument l'escalade. Un moment après, Thénardier était dans la rue. « C'est fini. Vous n'avez plus besoin de moi, les hommes ? Vous voilà tirés d'affaire ? Je m'en vas. Il faut que j'aille lever mes mômes. » Quand Gavroche eut disparu au tournant de la rue des Ballets, Babette prit Thénardier à part. « As-tu regardé ce mion ?» lui demanda-t-il. « Quel mion ?»« Le mion qui a grimpé au mur et t'a porté la corde. »« Pas trop. »« Eh bien, je ne sais pas, mais il me semble que c'est ton fils. »« Bah !» dit Thénardier. « Crois-tu »